Et c'est parti. Donc bonsoir à tous. Donc on va reprendre ce qu'on avait vu la dernière fois. La première fois, on était vraiment bien rentré dans les textes, dans la Gemara, etc. Maintenant, je voudrais revoir rapidement la Gemara pour remettre un petit peu les idées en place à tout le monde et partir sur Halakha et Maaseh, voir le Shulchan Aruch et voir les Achronim, les dictionnaires de nos jours, de voir aujourd'hui comment marche la concurrence. Pour remettre le cadre, pour bien comprendre de quoi on parle. Il est interdit de voler. C'est quoi voler? C'est prendre quelque chose qui appartient à quelqu'un d'autre et le prendre pour moi. Ça s'appelle voler. D'accord? Donc ça c'est clair. Ça c'est facile. On n'a pas le droit. Un juif, un non-juif, on ne vole pas. D'accord. Maintenant, qu'en est-il de quelque chose qui stricto sensu n'appartient pas vraiment à l'autre, c'est pas à lui, mais d'une certaine manière, je lui ai coupé l'herbe sous le pied, je suis venu lui prendre quelque chose que si je n'étais pas venu, ça serait venu à lui. Dire que c'est du vol, c'est pas vraiment du vol parce que c'est pas à lui. Mais dire qu'il n'y a pas dedans un peu une mauvaise odeur, alors on peut comprendre qu'il y a effectivement un problème. Pourquoi? Parce que cette personne-là, au fond, ça lui revient. Pas ça lui revient de droit, mais ça lui revient de façon naturelle. Ses clients vont venir là, cet argent, ce business, ce contrat va lui revenir. Et moi, j'arrive et hop, je passe avant qu'il était capable de l'attraper. Je suis venu, je l'ai pris pour moi. Est-ce qu'il y a un problème pour ça ou non? D'accord? C'est ça la question qu'on pose ce soir. D'accord? Alors effectivement, on se dit mais business is business. Sauf qu'encore une fois, la question que je vous pose et qu'on doit se poser à chaque fois, est-ce que tu ferais ça à ton frère? Imagine, ton frère il a un business. Il est ce qu'il est. Il a ouvert un magasin, il vend, j'en sais rien, des électroménagers. Est-ce que toi tu viendrais et tu viendrais mettre ton magasin collé à lui? Sachant que tu vas lui prendre tes clients. Et pire encore, est-ce que tu viendrais mettre ton magasin collé à lui et est-ce que tu mettrais les prix au prix de sans faire de bénéfice pour le couler? Sachant que quand tu fais ça, l'argent que tu lui enlèves, c'est le pain dans la bouche de tes neveux. Effectivement, évidemment que tu ne l'aurais pas fait. Donc si on comprend que la relation que j'attends avec chaque juif, c'est que je considère chaque juif comme mon frère, on comprend qu'il y a quelque chose, il y a quelque chose qui va se poser là. D'un autre côté, de la même manière que lui a le droit de gagner sa vie, moi aussi j'ai le droit de gagner sa vie. Si je dis qu'une fois qu'il y a quelqu'un qui fait un business, alors on n'a plus le droit de s'approcher de lui, eh bien, qui est-ce qui est perdant? Déjà moi, comment je vais faire pour vivre? Déjà, c'est une première chose. Deuxièmement, on fait des cartels et les cartels, c'est interdit par la loi. Pourquoi c'est interdit par la loi? Parce que ça n'est pas bon pour le consommateur. Donc le consommateur, la société de façon générale, est perdante. La concurrence, toute la société moderne est basée sur la concurrence. Donc la question, c'est de savoir où est-ce qu'on va mettre la Torah. D'accord? Deuxième chose qu'on va essayer de penser, c'est-à-dire est-ce que devenir faire de la concurrence déloyale, est-ce que c'est interdit de la Torah? Est-ce que c'est interdit des sages? Ou c'est juste c'est pas super, Baba Salé l'aurait pas fait, mais c'est la première Gemara qu'on a vu la dernière fois, c'est une Gemara donc Pérec du Harfort, donc le deuxième Pérec de Baba Batra. On a, vous voyez ici, Amar Ravuna. Ravuna nous disait la chose suivante, est-ce qu'on a le droit de venir mettre une meule dans une ruelle dans laquelle il y a déjà un meunier? D'accord? Ravuna nous dit non, tu n'as pas le droit, tu n'as pas le droit. S'il y a déjà un meunier, je ne peux pas venir mettre une meule chez lui. Pourquoi? Parce que le premier meunier tu dors, lui il dort pas, il travaille, il lui dit tu m'enlèves le pain de la bouche. Grâce au jeté aujourd'hui, je gagne ma vie, Baruch Hashem, tout allait bien, etc. T'es venu, tu m'enlèves le truc. Donc tu m'enlèves ma parnassa. Donc ce que tu es en train de faire, c'est un cas classique de ce qu'on appelle de dommage. Tu me fais un dommage. C'est quoi un dommage? Tu me fais perdre de l'argent. Tu me fais perdre de l'argent. Donc Ravuna dit si une personne vient de l'extérieur, une personne qui vient de l'extérieur n'aura pas le droit de venir ouvrir un magasin concurrent dans ma ruelle, parce qu'en faisant ça, il vient prendre les clients qui a priori me revenaient, seraient venus chez moi naturellement si tu n'es pas là, vu que je suis le seul dans cette ruelle. Rav Huna lui-même nous a dit que ça, le problème, c'est si quelqu'un vient d'ailleurs pour venir ouvrir son magasin. Mais si cette personne-là habite ici, la même manière que, nous dit Rav Huna, que moi je suis chez moi, j'ai le droit de faire mon métier, lui il est chez lui, il a le droit de faire son métier. Ce qu'il n'a pas le droit de faire, c'est venir s'installer de l'extérieur pour venir s'installer chez moi. La Gemara là-dessus était venue et a voulu opposer une autre baraita. Qu'est-ce qu'elle disait? Là, l'autre baraita, elle disait la chose suivante.
Elle disait, ça c'est très important, écoutez bien. Si un pêcheur est venu et a jeté ses filets dans la mer, eh bien, il sera interdit à un autre pêcheur de venir mettre ses filets juste à côté. Pourquoi? Parce que, en faisant ça, alors, les poissons qui seraient venus naturellement dans les filets du premier pêcheur, eh bien, vont aller dans le filet du deuxième pêcheur. Quelle est la raison de ça? On avait vu la dernière fois que c'est une discussion entre les sages du Moyen-Âge, entre les Rishonim. Rashi vient et nous dit la chose suivante. Souvenez-vous bien de ce Rashi. Le problème des poissons, le problème du pêcheur, c'est que les poissons, ils ne sont pas très intelligents. D'accord? Et comme ils ne sont pas très intelligents, une fois que je leur ai mis un appât à poissons, c'est évident que les poissons vont venir dans mes filets. Et donc, le problème des pêcheurs, c'est que même si les poissons stricto sensu ne sont pas encore arrivés dans mes filets, c'est évident, c'est sûr qu'ils vont venir dans mes filets. Et en venant mettre un autre appât à côté, tu viens m'enlever des poissons qui allaient sûrement et de façon 100% sûre venir dans mes filets. Et donc d'après Rashi, nous dit que c'est une grande différence entre des clients normaux et le cas du poisson et du pêcheur. Dans le cas du poisson et des pêcheurs, c'est évident qu'on n'a pas le droit parce que c'est du vol. Parce que c'est vrai qu'ils ne sont pas encore dans mes filets, mais c'est comme si, c'est qu'une question de temps. D'accord? Donc ça sera interdit d'après tous les avis, alors que dans le cas des clients de venir mettre un autre magasin, eh bien au fond, les clients décideront peut-être d'aller dans le nouveau magasin, mais peut-être qu'ils n'iront pas du tout dans le nouveau magasin. Ils resteront dans le magasin qui est là, avec qui ils ont une relation depuis des années. Et donc dans ce cas-là, ça sera permis. Et d'ailleurs, c'est le deuxième magasin qui ne va pas tenir et qui va sûrement mettre la clé sous la porte parce qu'il ne va pas tenir par rapport au premier magasin qui est beaucoup mieux installé que lui. Donc, nous dit Rashi, le cas des poissons, d'après tous les avis, cette baraita, c'est interdit. Pourquoi? Parce que un poisson, même si il n'est pas encore dans mes filets, une fois que j'ai mis un appât, alors c'est sûr qu'il va venir. Ça, c'est l'avis de Rashi. D'accord. On a d'autres Rishonim qui ne disent pas la même chose. Les autres Rishonim disent non. C'est quoi le problème du pêcheur et des poissons? Ça n'est pas que je viens prendre les poissons qui étaient sûrs d'arriver chez le premier pêcheur. Non, non, non. Le problème, c'est de l'autre côté. C'est que, en mettant mes appâts à côté des poissons, je suis sûr d'enlever les poissons au premier pêcheur. Dans le cas d'un client, dans le cas de magasin, eh bien en ouvrant mon deuxième magasin, je ne suis pas sûr que je vais prendre des clients parce que peut-être que personne ne viendra chez moi. Donc dans ce cas-là, ça sera peut-être permis. Mais dans le cas du poisson, c'est interdit selon tous les avis parce qu'en venant, c'est sûr que je lui attrape, je lui prends de façon sûre et certaine des poissons, des clients, des poissons, et donc dans ce cas-là, ça sera interdit. Donc là, on va voir que ça va nous faire une différence au niveau de la halakha, de savoir si on va trancher comme Rashi ou comme les autres décisionnaires, de voir est-ce qu'on est dans un cas comme un cas de pêcheur, c'est-à-dire est-ce qu'il y a des poissons, d'accord, d'un gros poisson, des clients qui sont soit d'après l'avis de Rashi, sûr et certain qu'il y a une relation tellement forte avec la première personne qui est installée, et moi je viens et je veux venir proposer mes services à ces clients-là, et ça s'appellera du vol d'après Rashi, ou bien d'après l'autre avis, non, 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 non. Le problème, c'est pas tellement de savoir quelle est la relation qu'il y a entre les clients actuels et la personne qui est déjà installée. La question est de savoir, est-ce que l'offre que je vais leur faire est une offre qui est sûre de les attirer, ou bien c'est une offre comme une autre, et je leur offre un choix de plus. Quoi qu'il en soit, la Gemara nous dit que dans le cas des poissons, ça sera sûr et certain interdit, soit à cause de l'avis de Rashi, soit à cause de l'avis des autres Rishonim. Quoi qu'il en soit, vient Rav Huna, Béré de Rav Yoshua, Rav Huna, fils de Rav Yoshua, et il nous a dit la chose suivante, il nous a dit, non, la halakha n'est pas comme Rav Huna, pour ce qui est des clients normaux, on n'est pas en train de parler de poissons, on est en train de parler de clients classiques, de magasins, eh bien, on aura le droit. Non seulement, comme d'après tous les avis, si j'habite dans la ruelle, j'ai le droit d'ouvrir un magasin chez moi, je fais ce que je veux, ça tout le monde est d'accord. Mais, plus nous dit Rav Huna, fils de Rav Yoshua, même si je n'habite pas dans cette ruelle, tant que je paye mes taxes au roi, à ce royaume, donc je suis un habitant de la ville, on va dire comme ça, je paye mes taxes foncières dans cette ville, eh bien, le fait de payer mes taxes me donne le droit, tout simplement,
de venir m'installer où je veux dans la ville. Le monsieur, en ouvrant son magasin, n'est pas venu propriétaire de tous les magasins du quartier et donc j'aurai le droit de venir m'installer à côté de lui. Dans quel cas je n'aurai pas le droit? Si je suis complètement ailleurs, j'habite en Espagne, je viens pour venir m'installer en Israël alors que je ne paye pas de taxes en Israël, je n'ai rien à voir, d'après l'avis de Rav Huna, fils de Rav Yoshua, donc d'après l'avis de tous les avis, dans ce cas-là, eh bien je n'aurai pas le droit de venir complètement de l'extérieur et venir ouvrir un magasin concurrent parce que je ne paye pas de taxes et donc d'une certaine manière, je n'ai pas acquis le droit de venir rentrer en compétition avec les habitants de la ville. Qu'en est-il aujourd'hui? On verra ça un petit peu plus tard. Donc, on reprend. On a le cas des poissons qui est un cas un peu extrême, soit parce que les clients sont acquis de façon certaine au premier qui s'est installé, soit parce que le deuxième en s'installant va prendre des clients de façon certaine. Dans ce cas-là, ça sera interdit. Et deuxième chose, si c'est un cas normal de pure compétition, toi tu offres tes services, moi j'offre les miens, eh bien, nous avons deux avis. L'avis de Rav Huna qui est de dire uniquement si tu es chez toi, tu habites là, tu as le droit d'ouvrir dans ta maison, mais tu n'auras pas le droit de venir t'installer à côté d'un magasin si tu n'habites pas juste à côté. Et on a l'avis de Rav Huna, fils de Rav Yoshua, qui dit tu auras le droit de venir t'installer où tu veux dans la ville dans laquelle tu habites. Tu n'auras juste pas le droit d'aller dans un autre royaume pour ouvrir des magasins parce que là, tu n'as pas payé les taxes et tu donnes le droit de rentrer en compétition. Ça, ce sont les deux grands avis. Une autre chose qu'il y a dans la Gemara a voulu apporter le cas d'une autre baraita, un autre enseignement de l'époque de la Mishnah, qui nous parle de deux magasins et un des vendeurs va décider de donner des bonbons. Pourquoi est-ce qu'il fait ça? Parce que les parents avaient l'habitude d'envoyer leurs enfants aller faire les courses, d'accord, chez l'épicier du coin. Et évidemment que si l'épicier donne des bonbons aux enfants, naturellement les enfants vont être habitués à venir le voir. Et quand papa-maman va leur dire va acheter de l'huile, ils vont acheter de l'huile dans cette épicerie-là. Et ça, la Gemara nous dit c'est permis. Pourquoi c'est permis? Eh bien, demande la Gemara, en offrant des bonbons, il va attirer les clients qui peut-être naturellement auraient été chez l'autre. Réponse de la Gemara, parce que l'autre peut aussi très bien, moi je distribue des bonbons, lui il peut décider, il peut distribuer des petits trucs pour faire des bulles. Il peut distribuer, je sais pas, tout ce qu'il veut, des petits bijoux pour les petites filles, il peut distribuer des noisettes, ce qu'il veut. Mais étant donné que ce que je vais faire moi, l'autre est en mesure de le faire, eh bien ça s'appelle tout simplement la concurrence, ça s'appelle faire de la publicité. Et l'autre ne pourra pas m'interdire de venir moi faire de la publicité, moi mettre en œuvre des choses pour que les gens veuillent venir chez moi, étant donné que lui peut faire exactement la même chose. Donc là, on a appris une autre règle de cette Gemara, que si nous sommes dans un cas où il y a eu un parallèle entre les différents acteurs de la concurrence, j'aurai le droit de faire tout ce que je veux, tant que les autres peuvent s'aligner. Sous-entendu que, à l'instant où je fais quelque chose sur lequel les autres ne peuvent pas s'aligner, et bien là on va rentrer dans une catégorie qui va être problématique. Ça c'était la Gemara, la première Gemara qu'on a vue la dernière fois dans Baba Batra. D'accord? Alors. Ok. Alors, on a vu une autre chose aussi dans la suite, que pour ce qui est de Tsorba des Rabanan, un sage aura le droit de venir s'installer dans une autre ville dans laquelle il n'habite pas et de venir vendre des produits aux habitants. Dit la Gemara, mais je ne comprends pas, ça vient en opposition avec ce qu'on a dit plus haut. Parce que ce qu'on a dit plus haut, je vous rappelle, on avait deux avis sur savoir est-ce qu'on peut, oui ou non, ouvrir un magasin dans une ruelle dans laquelle il y a déjà un magasin. Mais d'après tous les avis, d'accord, s'il vient d'une ville extérieure, s'il ne paye pas les taxes dans ce royaume, on va dire comme ça, il n'a pas le droit. Alors pourquoi est-ce qu'un Tamid Chacham a le droit? Réponse de la Gemara. Parce qu'un Tamid Chacham, il ne va pas lui faire beaucoup de concurrence. S'il vient, et qu'il vient, que l'autre il va juste, t'imagines c'est une grande chaîne. C'est une grande chaîne, il y a cette blague connue, d'accord? C'est une blague de juif, c'est une blague fine, pas drôle, mais que quelqu'un qui va voir chez son copain Moshe, qui vend des falafels devant la banque Rothschild. Il dit, moi Moshe, j'ai pas d'argent sur moi, est-ce que tu peux me prêter 100 shekels? Il dit, non, je suis désolé mon ami, je peux pas te prêter, j'ai un deal avec Rothschild, je peux pas te prêter d'argent. Il dit, mais je comprends, c'est quoi le problème? Il dit, ouais, quand je me suis installé mon magasin de falafel devant la banque Rothschild, on a fait un deal avec Rothschild. Eux, ils vendent pas de falafel et moi, je prête pas d'argent.
D'accord? Donc quoi? Si c'est le petit Falafel qui prête 100 shekels, ça fait rien la banque Rothschild, donc dans ce cas-là, il n'y aura pas de problème de concurrence. Nous dit la Gemara, étant donné que les sages, ils viennent pas faire du business très sérieusement, ils sont venus juste pour gagner quelques cacahuètes pour pouvoir aller étudier la Torah, dans ce cas-là, ils auront le droit de venir parce qu'ils ne font pas vraiment un ézek, ils ne font pas un dommage qui est nicar, qui ne font pas un dommage qui est conséquent aux personnes parce que de toute façon, ils vont vendre 3 clopinettes et dans ce cas-là, ils auront le droit de venir. Ok, donc ça c'est ce qu'on a vu au niveau des Gmarot. Alors, si vous voulez, vous avez des questions, vous n'hésitez pas, si c'est pas clair, parce que c'est là-dessus qu'on va travailler. Donc n'hésitez pas. D'accord? Alors, page numéro 2. Nous avons donc là, juste pour reprendre, on était à l'époque de la Gemara, donc on était il y a 2000 ans, et maintenant on va passer à l'époque des Rishonim, des sages du Moyen-Âge, donc on est il y a environ 1000 ans, 700 ans, en fonction des Rishonim. D'accord? Donc on a un Rishon qui s'appelle Rimigash. Le Rimigash, on dit la chose suivante. Écoutez, si vous voulez, on lit ensemble. Le Rimigash essaie de comprendre quel est le problème des poissons. Quel est le problème? Je reprends le problème des poissons, de dire que la Gemara nous avait dit que dans le cas d'un pêcheur, ça sera d'après tous les avis interdit de venir mettre un filet à côté du premier pêcheur une fois que le premier est venu, a déjà mis son filet. Et la chose suivante. Il faut vérifier si avant de mettre son filet, s'il n'y a pas déjà un filet. Le Rémigash comprend cette histoire de pêcheurs un peu différemment. Il dit la chose suivante qu'en fait, les poissons sont pas si bêtes que ça. Pourquoi ils sont pas si bêtes? C'est qu'avant d'aller se balader dans une nouvelle partie de la mer, ils envoient des explorateurs poissons pour aller regarder s'il n'y a pas là-bas des pêcheurs qui sont venus pour manger les poissons, pour venir pêcher les poissons. Et lorsqu'ils vont voir des filets, eh bien tous les poissons vont s'enfuir. Donc c'est quoi le problème? S'il y a une personne qui a mis un filet, au fond les poissons ils vont pas beaucoup devoir, il n'y a pas beaucoup d'activité, ils vont venir, il va pouvoir les pêcher. Mais si tu commences à mettre des filets un peu autour, qu'est-ce qui va se passer? Les poissons vont voir les filets autour. Alors peut-être les filets autour, ils vont pouvoir attraper quelques poissons. Mais le filet qui est au milieu, entouré de filets autour, eh bien, tous les poissons ont déjà été soit pêchés, soit ils se seront enfuis de la peur des filets qui entourent le filet du premier pêcheur qui s'était mis au milieu. Nous dit le Rémigash, quelle est la différence entre le cas d'ouvrir un magasin à côté et le cas du pêcheur? C'est que ouvrir un magasin à côté, ça vient faire la concurrence. Le monsieur, au lieu de faire un chiffre d'affaires de 1 million d'euros, il fera un chiffre d'affaires de 700 000 euros. C'est un problème, il ne va pas être content, etc. Mais d'une certaine manière, je ne peux pas dire parce qu'il y a un gâteau, je le veux pour moi tout seul. Ça, c'est ce que nous dit le Rémigash. Par contre, si ma présence va amoindrir sa parnassa de façon totale, c'est-à-dire que je vais faire fuir tous les clients, eh bien dans ce cas-là, ça sera interdit selon tous les avis. Comme ça nous dit le Rémigash. D'accord? Si on regarde ici, on a les Chidushé à Ramban, donc le Ramban est Rabbi Moshe ben Nachman, d'accord? Une nation, parce qu'au Géonim, les sages, dont les Géonim, donc ce sont les sages qui étaient entre l'époque du Talmud et l'époque des Rishonim, donc qui sont environ juste avant l'an 1000 de l'ère vulgaire, d'accord? Ou parce qu'au Géonim Zal qui Rab Una Bere de la Oshua, d'accord? Pourquoi? Ils disent la chose suivante qu'ils ont tous tranché selon l'avis de Ravuna Bered Yoshua, fils de Rav Yoshua, qui permet à une personne, tant qu'elle habite dans le royaume, de venir s'installer où elle veut dans le royaume, même si ça fait la concurrence à une personne. Pourquoi? Nous dit le Rambam, c'est intéressant d'ailleurs pour de comprendre pourquoi est-ce qu'il tranche comme ça. Tout simplement parce que étant donné que la Gemara ne tranche pas entre les deux avis, d'accord? Eh bien, on a une règle tout simplement. Je ne peux pas empêcher quelqu'un de faire quelque chose sur un doute. Donc, en cas de doute, je ne fais rien, je laisse faire. Étant donné, d'accord, que là, il y a un doute, eh bien, je laisse faire les choses. Et s'il veut s'installer, eh bien, lui peut dire, mais non, tu n'as pas le droit de t'installer. Rav Huna, il a interdit. Il lui dit, mais si, j'ai le droit. Rav Huna, le fils de Rav Yoshua, d'accord, c'est deux sages différentes, même s'ils ont le même prénom. Lui, il permet. Alors, ils vont voir le tribunal. Le tribunal dit, écoutez, les amis, nous, on ne peut pas trancher, le Talmud n'a pas tranché. Eh bien, faites ce que vous voulez, il pourra s'installer. D'accord. Maintenant, regardez ce qu'on dit le Mordechai. Le Mordechai qui est un autre sage de la période du Moyen-Âge.
Le Mordechai nous dit la chose suivante. Vous voyez là, c'est un petit peu écrit, c'est écrit en clave Rashi en petit, mais je vais en voir. Ok. Umaboy asatum mi gimel zdadim. Rak betzad echad ikansu lo. Veda Reuven etzel sofo asatum. Nous parle d'une ruelle. Il y a une ruelle, d'accord, qui est fermée des trois côtés, d'accord, comme ça, d'accord, vous le voyez là, d'accord, ça c'est ma ruelle. Et il n'y a qu'une entrée par laquelle les gens peuvent rentrer. C'est quoi, elle est où l'entrée? Elle est en haut, d'accord, l'entrée est par en haut. Et Reuven habite tout au fond de cette ruelle. Et là-bas, il a fait son magasin. Et là, qu'est-ce qui se passe? Vient Uba Shimon, d'accord, ils ont tous des noms. Il faut savoir dans toutes les dans Rochet Mishpat, dès qu'on parle des halachot de business, il y a trois noms, d'accord, il faut se souvenir ces noms. Reuven, Shimon et Lévi. Reuven, Shimon et Lévi, c'est toujours eux qui se disputent. Donc Reuven, il habite au bout de la ruelle, il a son magasin. Shimon, il vient et lui, il habite devant la ruelle. Et lui, il veut ouvrir son magasin au tout début de la ruelle. Alors si, a priori, Shimon habite ici, d'après tous les avis, normalement, il a le droit d'ouvrir son magasin. Pourquoi? Parce que même l'avis le plus strict, qui était l'avis de Rav Huna, qui disait que tu n'as pas le droit d'aller t'installer ailleurs, tu n'as pas le droit de t'installer ailleurs, mais chez toi, tu as le droit d'ouvrir ce que tu veux. Donc, a priori, il a le droit d'ouvrir. Mais écoutez bien, nous dit le Mordechai que si Reuven est au bout de la ruelle et Shimon veut mettre un magasin à l'entrée, d'une telle manière qu'au fond, si on réfléchit, aucun client ne peut arriver jusqu'à Shimon s'il n'est pas d'abord passé devant excuse-moi, c'est vrai, aucun client ne peut arriver devant Reuven s'il n'est pas déjà passé devant Shimon. Et donc quoi? C'est quoi notre problème? Notre problème, c'est que là, nous dit le Mordechai, écoutez bien. Dans ce cas-là, il peut l'empêcher. Pourquoi? Pourquoi? Parce que là, on dit, il dit, il y a un autre sage qui s'appelle le Eliasaf. Pourquoi? Parce que dans ce cas-là, ça reprend l'avis du Rémigash, c'est que dans ce cas-là, on n'est pas en train de rentrer dans une concurrence, de dire, écoute Coco, que le meilleur gagne. Au fond, je dis, écoute, tu n'as aucune chance. Et dans ce cas-là, vient le Mordechai nous dire, dans ce cas-là, on n'est pas dans un cas de concurrence, de dire de libre marché, on est dans un cas de dommage, parce que je suis en train de te couper toute possibilité de t'en sortir. En venant m'installer, j'ai signé ton arrêt de mort. Et donc, nous dit le Mordechai, si on est dans un cas où la réalité signe l'arrêt de mort de la personne qui était déjà installée, eh bien, personne n'aura le droit de venir faire quelque chose qui lui enlèvera tous ses clients de façon sûre et certaine. Ok. Alors, autre règle qu'on va voir dans les Rishonim, et tout de suite après, on va voir le Shulchan Aruch. Écoutez bien, juste une règle intéressante pour un jour. Dans le Shuta Rambam, donc ce n'est plus le Ramban, Rabbi Moshe ben Nachman, mais le Rambam, Rabbi Moshe ben Maimonide. Le Ramban et le Rambam, d'accord, le Ramban est venu un peu après le Rambam, mais ils étaient dans une guerre idéologique pour beaucoup de choses, quoi qu'il en soit. Parce que le Rambam est mystique et pas le Ramban. Quoi qu'il en soit. Le Rambam, il reçoit une question. Il reçoit la question suivante d'une ville dans laquelle il y avait un rabbin. Et le rabbin, pour arriver à boucler les fins de mois, il était Moël. Il faisait des Brit Mila. Moël, qui sait, il était rabbin. Le rabbin avait jugé rendu un verdict où il rendait coupable le médecin du village de payer quelque chose. Le médecin s'est énervé. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, si c'est comme ça, moi aussi je vais être Moël. Moi aussi je vais être Moël. Je vais être Moël. Et vu que moi en plus j'ai pas besoin de l'argent, je suis riche, je suis médecin, je gagne ma vie, eh bien l'argent je le donne aux pauvres. Déjà vous me donnez ce que vous voulez. Et en plus l'argent je le paye, je le donne aux pauvres. La question qu'on pose au Rambam, c'est est-ce que le médecin a le droit de venir s'installer, commencer à exercer le métier de Moël, alors qu'il y avait déjà un Moël? Écoutez bien la question du Rambam et la deuxième question qu'on lui pose. Si on estime qu'il n'avait pas le droit de faire ça, est-ce que vu qu'il dit qu'il propose de donner l'argent aux pauvres, est-ce que les pauvres ont le droit d'accepter l'argent, ou bien l'argent qu'il aurait pris de façon
si on dit qu'il y a une concurrence déloyale, est-ce que c'est juste qu'il n'est pas sympa, mais c'est pas du vol, donc l'argent lui appartient, il en fait ce qu'il veut, mais il faut juste qu'il arrête de faire ça. C'est pas éthique. Ou bien c'est réellement du vol, et dans ce cas-là, on n'aura pas le droit de venir profiter de l'argent, parce que c'est de l'argent volé. Et il y a une règle que je dis, on pourra étudier éventuellement, d'accord, que quelqu'un qui profite d'argent volé est lui-même un voleur. D'accord, transgresse lui-même l'interdit de vol. Alors écoutez ce qu'il dit. Alors, Atchouva, la réponse. Maché savar shasa mitzvah bechelko le'anim, arezi hi mitzvah abba be'avera. Ce qu'il pense, ce médecin, en faisant une mitzvah, en disant, moi regardez, je vais être Moël, non seulement je demandais, vous me donnez le prix que vous voulez, mais en plus, l'argent je vais le donner aux pauvres, en disant, il pensait qu'il faisait une mitzvah, eh bien c'est une mitzvah qu'il fait en faisant une avera. Il prend de l'argent volé pour le donner, c'est de l'argent qu'il n'a pas le droit de prendre. Lo avodat Hashem, ce n'est pas le fait de servir Dieu, mais vechet, mais c'est une faute. Les fiches chez Mana Parnassa Gvua, chez Ani Ben Torah. Il a volé la Parnassa d'un juif. En plus, un juif qui étudie la Torah. Ve'avar al lotikom velotitor. En plus de ça, dans son cas, vu qu'il l'a fait par vengeance, il transgresse l'interdit. On pourrait étudier ça ensemble. L'interdit de se venger. Ve'avar al zal agnevad da'at abriot. Les fiches eretzono arishon shelze. Les kavanato la tsik le oivo. Et il transgresse l'interdit, si vous vous souvenez, on avait étudié le gnevat da'at. Il vole le da'at des gens. Pourquoi? C'est un arnaqueur. Pourquoi c'est un arnaqueur? Parce que les gens disent, regarde, qu'est-ce qu'il est sadique, il est prêt à se déplacer, il prend même pas d'argent et après l'argent il donne aux pauvres, quel sadique ce monsieur. Alors qu'en fait c'est pas un sadique, il le fait pour une seule raison, parce qu'il veut se venger du rabbin. Donc c'est pas un sadique, il fait croire aux gens qu'il le fait par tzidkout, alors qu'en fait il le fait par pure envie de vengeance. Quelqu'un qui fait ça, c'est très grave et donc il transgresse l'interdit de gnevat da'at. Ou mat'e ou et mi she'eno yodea. L'archov chez Umitkaven à Asot Mitzvah. Les gens ils pensent que en fait il fait ça pour faire des mitzvot alors qu'en fait il fait ça, je pense. Viavar Gamgem Avera chez Yarad Vero. Et en plus il a fait l'interdiction de concurrence déloyale. À Filoya Nitzrach. Même si c'était un cas où il avait besoin de cet argent, même dans ce cas-là ça serait interdit. Alors, écoutez bien. Aval Kesheno Nitzrach. Mais dans un cas où c'est le médecin vient faire ça, il n'a pas besoin d'argent, il ne le fait pas pour gagner sa vie. Arezo arzari ut ve'aflavaga venekina ou metira. Si il ne le fait pas pour gagner sa vie, c'est d'une méchanceté, d'une cruauté sans borne. Sauf d'avoir kol miché merakev chavero la asok bemarasav areu birklal masik vul reu lefidarati. Et qu'est-ce qu'on apprend du Rambam? C'est que même disons un cas où on peut dire la concurrence me laisse le droit de venir, même disons que c'est un cas où la concurrence me laisse le droit de venir exercer ma profession. Pourquoi est-ce qu'on peut imaginer que j'ai le droit de faire concurrence à l'autre? Parce que je dis, je suis désolé, moi je ne vais pas te prendre ton argent, moi je ne vais pas te faire de mal, mais toi tu veux nourrir tes enfants. Moi aussi je veux nourrir mes enfants, toi tu es boulanger, moi je suis boulanger, qu'est-ce que tu veux que je fasse? C'est là le seul endroit où j'ai trouvé un magasin, où c'est là où il y a de l'argent à faire, où là il y a des concurrents, où là il y a du business. Je suis désolé, mon but c'est pas de te prendre ton argent, mais moi aussi je veux vivre, moi aussi je veux en profiter. Pourquoi il n'y a que toi qui en profiterais? Dans ce cas-là, on peut imaginer, et la question se pose, mais nous dit le Rambam, si le deuxième ne fait pas ça pour gagner de l'argent, mais le fait par exemple parce que c'est un hobby, ou parce que ça lui fait plaisir, ou le fait pour le kavod, ou pire encore, il le fait pour se venger, dans ce cas-là, d'après tous les avis, ça sera 100% interdit. D'accord? Donc là, on a mis les grandes lignes au niveau de la Gemara et des Rishonim, les différences qu'on a vues. Donc je reprends. Pour ce qui est de le cas des poissons. Le cas des poissons, c'est interdit. Le cas du pêcheur, c'est interdit d'après tous les avis. Pourquoi? Alors on a vu pour ça différents avis. Soit parce que, nous a dit le Rimigash, parce qu'en faisant ça, c'est pas un ou deux clients que je vais lui enlever, mais c'est de façon sûre et certaine que je vais lui retirer tous ses clients et le mettre à la rue. Ça sera interdit d'après tous les avis, d'après le Rimigash. D'après Rashi, ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est qu'on parle de clients qui sont des clients extrêmement spéciaux pour la personne qui était déjà en place, parce qu'il avait un lien qui était normalement indéfectible. C'était, comme on dit, si quelqu'un veut m'aider, c'est un nom captif. Voilà, un client captif. C'est là il est loqué. Pourquoi, par exemple, ce client, je lui ai vendu du software, d'accord, je lui ai vendu un service, et il est obligé de passer par moi parce que maintenant,
tous ces systèmes, ils sont avec mon code, avec mon langage, avec mes trucs, il est hyper dépendant de moi. Via une autre personne me dire, mais non, mais t'inquiète pas, moi par exemple, je t'offre gratuitement, je te refais le système et après tu passes par moi pour la maintenance. Et bien dans ce cas-là, d'après Rachid, ça sera interdit parce qu'il est en train de lui prendre un client captif. Donc ça, c'est une question d'Rachid. Pour ce qui est un cas normal de concurrence, toi tu as ton magasin, moi j'ai mon magasin. Alors, si je suis complètement de l'extérieur, d'après tous les avis, ce sera interdit. Si je suis chez moi et j'ouvre mon magasin chez moi, d'après tous les avis, ce sera permis. Le cas où on va se poser la question, on aura une marloquade entre Rav Huna et Rav Huna, fils de Rav Yoshua, c'est dans le cas où je paye mes taxes dans le royaume, d'accord, ou dans le pays, mais je viens m'installer dans un autre endroit que là où j'habite. Je viens me déplacer parce que par exemple là-bas il y a plus de clients, ou là-bas je peux gagner plus d'argent. D'après Rav Huna, ça sera interdit s'il y a déjà un magasin. D'après Rav Huna, fils de Rav Yoshua, ça sera permis. D'accord. Dernière loi que l'on a vue, d'après Maïmonide, il nous dit que si le deuxième vient et vient faire quelque chose, pas pour gagner sa vie, eh bien dans ce cas-là, il n'aura pas le droit de faire, ce sera quelque chose de très grave et on n'aura pas le droit de prendre l'argent que ça parce que ce sera vraiment du vol, il aura transgressé la Torah en faisant ça. Maintenant, autre chose, excusez-moi, qui est vraiment extrêmement important, maintenant parce que ça on va voir c'est une marloquette au niveau de la halacha et ça va tout changer. D'accord. C'est cette question de dire est-ce que il y a un interdit, enfin c'est ce que on a déjà dit, est-ce qu'il y a un interdit de venir faire une concurrence qui va complètement mettre l'autre à la porte? Écoutez bien le Bet Yosef. Le Bet Yosef, c'est très important de le lire. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir une chose. Aujourd'hui, nous, la halacha, on va selon le Shulchan Aruch. Mais le Shulchan Aruch, au fond, n'est en fond pas un livre en soi. Le Shulchan Aruch, c'est un livre des conclusions du Bet Yosef. Dans le Bet Yosef, Rabbi Yosef Karo va exposer l'ensemble des Rishonim, des décisionnaires du Moyen-Âge. Il va étudier les Gemarot, le Talmud, il va ramener les décisionnaires et là-dessus, il va dire ouais, lui il pense ça, lui il pense ça, lui et lui ils sont d'accord, lui et lui ils sont pas d'accord, etc. Et dans le Shulchan Aruch, il va juste mettre la conclusion de ce qu'il a dit dans le Bet Yosef. C'est-à-dire que le Shulchan Aruch était un livre qui a été écrit, sachez-le, pour être lu, pour se rappeler le Bet Yosef. Le Bet Yosef commence à s'étudier et le Shulchan Aruch il a écrit pour qu'une personne finisse tout le Shulchan Aruch tous les 30 jours. Que tous les 30 jours, il lise tout le Shulchan Aruch. Alors il faut comprendre une chose, ça me paraît inimaginable, d'accord? Moi si je voulais étudier et lire le Shulchan Aruch, d'accord, ça me prendrait peut-être, si je faisais que ça, d'accord, ça me ferait peut-être, je sais pas, 4 ans, 3 ans, d'accord, d'étudier toute la journée et de faire que ça. Donc lui, tous les 30 jours, qui faisait ça? Rav Mordechai Eliyahu, il étudiait, finissait tout le Shulchan Aruch tous les 30 jours. En tout cas, on va regarder ce que nous dit le Bet Yosef. Katoub be Mordechai. Donc ce Mordechai, c'est celui qui dit que si on lui vole, on lui enlève tous ses clients, dans ce cas-là, ce sera interdit. Ou mavoy asatou mishloshat zdadim rak betzadecha likansu. Donc il reparle de cette ruelle qui vous fermez des trois côtés et qui est ouvert que en haut et que en son magasin au fond. Il ramène l'avis du Mordechai que ce sera interdit de venir remettre un magasin à l'entrée parce que dans ce cas-là, on lui enlève toute possibilité à celui qui était déjà là d'avoir quelques clients que ce soit. D'accord? Donc il dit ça. Qu'est-ce qu'il dit? Venire deviasa. Donc dirait que on a l'impression, je pense que cet avis-là. Delo keravuna beraz Yoshua. Ve'imken les didan. Des Kaimalan qui Rav Huna Bere de Rav Yoshua, lo matse me'akem alav. Nous dit le Bet Yosef, moi d'après moi, pourquoi est-ce qu'il vient lui interdire à Shimon à ouvrir son magasin à l'entrée de la ruelle? Parce que celui qui tranche comme ça, qui va interdire à Shimon, il le fait parce qu'il tranche dans la Gemara, comme l'avis de Rav Huna, qui interdit d'ouvrir un magasin à proximité d'un magasin existant. Mais, finit le Bet Yosef, nous pensons que la halacha, elle va selon, comme le Ramban, on a déjà dit le Ramban, qui disait que la halacha était tranchée comme Rav Huna, le fils de Rav Yoshua, qui dit qu'on a le droit d'ouvrir un magasin à côté, à moins qu'on vienne de très loin, mais c'est pas ça dont on parle. Et bien dans ce cas-là, l'avis du Mordechai de Rav Yassaf, c'est juste qu'ils ont tranché la halacha comme le mauvais poulain dans la Gemara. Nous, on tranche comme l'autre Rav dans la Gemara, donc en fait, leur avis n'est pas retenu. C'est pas un chidouche, ils n'ont rien ramené de nouveau, c'est pas un cas particulier, c'est juste que eux, comme ça, ils ont tranché. Ça, c'est ce que pense le Bet Yosef. Et le Bet Yosef, c'est lui qui a écrit le Shulchan Aruch. Donc vous vous pressentez de comment le Shulchan Aruch va trancher. Sauf qu'il y a une autre petite pincée de sel dans l'histoire. Je ne sais pas si vous avez déjà étudié le Mishnah Berurah, étudié le Shulchan Aruch.
Dans le Shulchan Aruch, on a souvent écrit un petit peu en italique ou un peu comme ça. On a ce qu'on appelle Aga. Aga, c'est ce qu'on appelle le Réma. C'est quoi? Je vous refais un peu l'histoire pour bien comprendre. Si on ne comprend pas, c'est qui sont les gens avec qui on discute. D'accord? Que le Shulchan Aruch a écrit son livre au début du XVIe siècle avec un objectif de pouvoir unifier les Juifs. C'était après l'exil d'Espagne. Les Juifs revenaient, beaucoup sont venus en Eretz Israël, étaient un peu paumés. Il y avait des Juifs du monde entier qui revenaient, un petit peu comme on voit aujourd'hui en Israël. Il a dit, c'est facile, je vais faire un livre où je vais trancher la halakha de façon très claire. Et j'ai demandé à tout le monde d'accepter mon livre comme le livre de référence. Et dans ce cas-là, on aura tous la même halakha. Et ce sera beaucoup plus facile pour nous de vivre tous ensemble. Lui, il vient d'Égypte, lui, il vient d'Espagne, lui, il vient de Turquie, lui, il vient d'Italie. On arrive, on fait tous comme mon livre le Shulchan Aruch. Sauf qu'au même moment, il y avait un autre rabbin qui s'appelle Rabbi Moshe Isserles. Rabbi Moshe Isserles, il avait exactement la même idée. Et quand on vient voir le Rabbi Moshe Isserles, qu'on appelle le Réma, quand on vient le voir et on lui dit, mais tu sais, Rabbi Yosef Karo, à Tzfat en Israël, il fait la même chose que toi, il a dit, oulala, moi tout mon but c'est d'unifier. Alors si j'en fais un autre livre, je n'unifie pas, je suis en train d'offrir un truc. Qu'est-ce qu'il a fait? Écoutez la grandeur. Il a laissé tomber son livre, il a jeté son livre à la poubelle. C'est pas la poubelle, il y a de la Torah dedans, il a mis la Gniza. Mais il a dit par contre, lui, il vient d'Espagne. Eux, les juifs espagnols, donc les juifs séfarades, d'accord, ils ont l'habitude de donner beaucoup de poids à certains décisionnaires. C'est qui certains décisionnaires? C'est le Rambam, Maïmonide, le Rif et le Roche. Nous, on a l'habitude de pas tellement écouter le Rif, on l'étudie, mais c'est pas lui qui est notre dictionnaire principal, on étudie plutôt le Tour à la place. Donc, je vais juste mettre des glosses sur son Shulchan Aruch. Je vais juste dire là où, a priori, nous, on n'est pas d'accord, alors je vais l'écrire, et comme ça, juste pour dire, pour que les Ashkénazes, qui puissent faire selon leur tradition, ils auront qu'à étudier le Shulchan Aruch, regarder mes petites annotations, pour savoir comment nous on fait. C'est ce qu'on appelle le Réma. D'accord? De la même manière qu'il y a un Réma sur le Shulchan Aruch, il y a un Réma sur le Bet Yosef, sur les explications, qui s'appelle le Darkei Moshe. Alors écoutez, après cette petite interlude historique, d'accord, de regarder ce que dit le Darkei Moshe. Donc déjà, le Rachon dit que, effectivement, la halakha, elle est comme Rav Huna, Bered et Yehoshua, fils de Rav Yehoshua, d'accord, que on a le droit d'ouvrir un magasin, même si on n'habite pas exactement là, on a le droit d'ouvrir. Par contre, pour ce qui est du cas de la ruelle, où le Bet Yosef a compris que les décisionnaires qui interdisaient à Shimon de mettre son magasin à l'entrée de la ruelle, ils le faisaient parce que, au fond, c'était qu'un cas particulier, mais qu'ils interdisaient de façon générale d'ouvrir un magasin en concurrence avec le premier. Et comme nous, on n'est pas d'accord avec ça, alors leur avis est nul et non avenu, nous dit le Darkei Moshe. Écoutez bien. Dati, et à mon humble avis, n'irait des gam Rav Huna bere de Rav Yoshua modé. Behaïdina. Je pense, moi, que non. Lorsque les décisionnaires ont interdit de venir se mettre à l'entrée de la ruelle, ils n'ont pas fait en pensant qu'ils tranchaient la halakha comme Rav Huna. Ils l'ont fait selon tous les avis. Parce que même Rav Huna, fils de Rav Yoshua, celui qui permet de façon générale la concurrence, dans ce cas-là, il interdira. Pourquoi? De'aya Shimron Yoshev Bepetar, ve'lo haya shum adam yachol la'avor les Rouven, imlo alar trila lifne Petar Shimon. Parce qu'étant donné que Shimon, le nouveau magasin, il est à l'entrée de la ruelle, il est impossible de venir devant Réhouven, le premier magasin qui a été installé depuis longtemps, sans passer devant l'enseigne du nouveau magasin. Vechen katou a Mordechai. Behedi Hacham. Et c'est comme ce que nous a dit le Mordechai. Que quoi? Que étant donné que cette concurrence n'est pas une concurrence qui est, entre guillemets, c'est pas une question loyale ou déloyale, mais c'est une concurrence qui n'est pas symétrique, dans laquelle l'autre ne peut rien faire et tu l'as complètement asphyxié. Dans ce cas-là, nous dit le Darkei Moshe, je pense que même Rav Huna, fils de Rav Yoshua, qui de façon générale permet la concurrence, il permet une concurrence qui est une concurrence équilibrée. Mais une concurrence déséquilibrée, qui ne laisse aucune chance à celui qui est déjà en place, eh bien, même lui l'interdira. Ou mashma de davka mikor ze pasaken, des emikre yored lechayuto velo ke shema'amid chanuto betsido veduk. Donc il dit, ça ne s'appelle pas que tu es en train de faire la concurrence, ça s'appelle que tu l'asphyxies. Et asphyxier, c'est faire un dommage à quelqu'un. Tu viens avec tes mains et tu lui as cassé son magasin. Tu es venu, tu as tué, c'est comme si tu étais un sniper et tu tuais les clients qui voulaient rentrer chez lui. Pourquoi tu ne lui laisses aucune chance? Et lui laisser aucune chance, ça n'est pas possible parce que tu es sûr que dans ce cas-là, il va devoir fermer son magasin, il ne pourra plus gagner sa vie avec ça. D'accord. Alors, évidemment,
dans le... Excusez-moi, je reprends mes notes. D'accord. D'accord, ok, alors continuons. Alors. Ok, donc maintenant voyons voir ce que le Shulchan Aruch a tranché. Et après, tout de suite, on va commencer à voir des cas pratiques de nos jours, de voir comment chaque chose va se mettre en place. Alors, donc le Shulchan Aruch. Le Shulchan Aruch dans Choshen Mishpat, c'est le livre, donc c'est le Shulchan Aruch est mis en 4 volumes, d'accord. Donc il y a Orach Chaim, ça parle des lois du quotidien, des fêtes, des brachot, de Shabbat, des tfilot, etc. On a Even Haezer qui a parlé des lois qui ont trait aux femmes, au mariage, etc. On a le Yoredea, il y a les lois de Kashrut, il y a les lois de Ribit, il y a les lois de Mezuzot, d'accord, dedans. Et on a Choshen Mishpat qui parle des lois monétaires. Donc dans le Siman 156, Kuf Nun Vav, des lois entre les voisins, nous dit le Shulchan Aruch. Ok, alors, au passage, on dit une petite chose intéressante pour en parler. Kofin bne mavoy ze et ze shelo leoshi benem lo chayat velo boursi velo acham baale ou manunot. Donc au passage, c'est une autre sugia, hein, mais on peut en parler, pour en parler une fois, que si on est dans un lieu d'habitation, eh bien, une personne pourra empêcher une autre de venir ouvrir un commerce dans un immeuble d'habitation, parce qu'un commerce, ça fait du bruit, ça ramène des gens, c'est sale, ça fait baisser le prix de l'immobilier, etc. Donc, ils ont le droit d'empêcher une personne d'ouvrir un commerce. Ce qui nous intéresse, c'est la suite. Hayasham mavoy, echad mavoy, uman velo michubo, o shaita sham mechatz, o chanut, o rechaim. Qu'est-ce qui se passe si, on ne sait pas pourquoi, il y a une personne qui est venue s'installer dans cette petite ruelle, qui s'est installée dans cette petite rue, d'accord, dans cette petite rue, et là, il fait son métier, d'accord. Donc lui, il s'est installé, il a reçu le permis, ça a dérangé personne, il s'est installé. Et vient une autre personne et veut ouvrir le même magasin juste à côté. Est-ce qu'il peut ou pas l'ouvrir? Nous dit le Shulchan Aruch. Eno yachol leman'o. Il ne peut pas l'empêcher d'ouvrir. Velo marlo ata posek rayai. Il peut lui dire, mais qu'est-ce qui se passe? Tu m'enlèves le pain de la bouche, je t'interdis de venir faire ça. Je vais aller voir le rabbin, je vais me plaindre, il va te mettre dehors, sale pourriture. Non, il peut pas dire ça. L'autre il peut dire, je suis désolé monsieur de vous faire de la peine, mais toi tu travailles et moi je travaille aussi. Donc, a priori, comment est-ce que le Shulchan Aruch tranche? Regardez, on va dans Be'er Hagola, où il va ramener les sources de savoir comment il fait. Regardez, écoutez bien. Ok. Ba'ata de Rav Una, Bera de Rav Yoshua. Sham. Velo Evshite, Vekatav. Ok, Be'ilchot, Ilkar, En Me'aglim. Quand on a dit que donc, le Shulchan Aruch tranche comme la majorité des Rishonim, comme Rav Una, fils de Rav Yoshua, que on ne pourra pas empêcher quelqu'un de venir nous faire concurrence, à part les cas particuliers dont on va parler tout de suite, d'accord, parce que, étant donné que la Gemara n'a pas tranché, eh bien, en cas de doute, on ne sait pas comment trancher, et comme on ne sait pas comment trancher, on laisse faire, et donc s'il veut venir ouvrir le même magasin à côté, eh bien, il pourra le faire. Au passage, on voit bien que, regardez ce que vient de dire Beragola, que pourquoi est-ce qu'on le laisse faire? Parce qu'on ne peut pas l'empêcher. Mais au fond, peut-être que Baba Saleh, s'il voyait quelqu'un qui avait un travail et de dire si je veux ouvrir, ça va lui enlever la parnassa, peut-être que Baba Saleh il aurait fait des efforts pour essayer de trouver un métier qui ne va pas réduire la parnassa de quelqu'un. Par exemple, c'est pas vraiment mon père est médecin généraliste, d'accord. Quand il s'est installé il y a une quarantaine d'années, d'accord. Quand il s'est installé, eh bien il y avait à l'époque, trop de médecins. Donc il a dû acheter pour essayer d'avoir le droit d'être ici, avoir des clients, qu'on envoie des clients, etc. Parce que tout le monde voulait des clients. Aujourd'hui, il n'y a pas assez de médecins, d'accord, dans son quartier. Donc au fond, si une personne vient et s'installe dans son quartier, il lui rend service. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas en mesure de prendre tous les clients. Donc dans ce cas-là, peut-être que Baba Saleh, il va essayer de chercher un cas comme celui-là, où au fond de venir ouvrir un magasin, ça va au contraire
aider la personne et ça ne va pas lui enlever des clients parce que de toute façon, il n'est pas en mesure de venir servir tous ses clients. Mais au niveau de la loi stricte, nous dit le Shulchan Aruch, la halakha est tranchée comme Rav Huna, fils de Rav Yoshua, et une personne aura le droit de venir ouvrir son magasin à côté, et l'autre ne pourra pas dire mais c'est pas juste, tu me prends le pain de la bouche. Je dis non, écoute, tu travailles, moi je travaille. Pas de problème, on continue. Viafilu ayamavoy mibne mavoy acher, et même s'il n'habitait pas là, il vient à l'extérieur, et nam yocholim lemon shari yesh benehem ota umanut. Ils ne pourront pas l'empêcher même s'il vient à l'extérieur. Pourquoi? Parce que c'est son travail, il a le droit d'exercer son métier là où il le veut, a priori d'après la Gemara, tant qu'il vient d'un endroit où il paye les taxes dans ce pays. Au passage, je vous le dis déjà maintenant, d'accord, de nos jours, tous les décisionnaires disent qu'aujourd'hui, il n'y a même pas de problème d'aller dans un autre pays. Pourquoi? J'explique. À l'époque, la terre appartenait au gouverneur, appartenait au roi. Donc, quand je payais des taxes au roi, j'achetais le droit de venir m'installer dans ce pays et de pouvoir exercer ma profession. Si je ne payais pas de taxes au roi, au fond, j'étais en train de voler le roi en venant m'installer là-dedans et je volais, entre guillemets, le droit. Les autres ont payé pour un droit et moi je venais le prendre sans le payer et donc c'est interdit. De nos jours, même quand on paye une taxe foncière, ça n'a absolument rien à voir avec le fait de savoir où j'habite. Quand j'ouvre un magasin, je dois payer les taxes. D'accord? Mais c'est pas le fait de payer les taxes qui me donne le droit ou non d'ouvrir un magasin. Tout le monde aura le droit de venir ouvrir un magasin. Et dans ce cas-là, aujourd'hui, cette distinction qu'il y aurait entre quelqu'un qui habite ou non dans le royaume n'existe plus. Donc, d'après le Shulchan Aruch, une personne qui a un magasin qui est établi ne pourra pas empêcher une autre personne, même si elle vient de l'extérieur, de venir mettre son magasin à côté, parce que c'est la loi de la concurrence. Et comme la Gemara n'a pas tranché, eh bien, on laisse faire les choses telles qu'elles le sont. Et au fond, on comprend que c'est quelque chose qui est bon pour nous. Écoutez maintenant, vous vous souvenez du Darkei Moshe et l'histoire de notre petite ruelle. Vous vous souvenez que le Darkei Moshe n'était pas d'accord avec le Beth Yosef. Il disait non, dans la ruelle, c'est d'après tous les avis, c'est interdit. Regardez ce qu'il va trancher lui-même dans le Réma, c'est la Haga. Donc les Haga, c'est annotation. Regardez, c'est ici. Pardon. Excusez-moi. Où est-ce qu'il est ce gars? Pardon. Ah, est-ce qu'il est tranché là le Réma? Je m'excuse. J'ai dû passer avant. Alors. Chose intéressante, oui, il me devient un khatser. Ah. Attendez. Verabim omrim des bnei khatser o amaboy chez eno mefulash. Ok. Alors, le Réma, apparemment, il ramène pas ça. Par contre, dans Pitrei Tshuva, ici, il va ramener la halakha, les ma'aseh. D'accord, on dit la chose suivante. Ayen le Beth Yosef. Va voir ce que le Beth Yosef. Donc ce Beth Yosef, on a dit, va voir là-bas qui te dit que c'est vrai qu'il y a des décisionnaires qui ont interdit si c'est une ruelle, mais ces décisionnaires-là, ils sont hors jeu, etc. Venire Deviasav Savar Delo Keravuna de Reshua, c'est pour ça qu'ils sont hors jeu. Alors il dit maintenant, regardez. Il dit Veine Darkei Moshe. Chez Katav, Viandatu, des gammes Ravuna, Bereleshua, Modé. Va voir le Darkei Moshe qui dit que non, que moi je pense que ceux qui interdisent dans une ruelle, eh bien, c'est Wila Halacha. Parce que tous les avis sont d'accord que dans un cas où je vais complètement enlever la parnassa de l'eau, dans ce cas-là, ça sera interdit. D'accord? Il dit Aval Mara Misor Lezal, Betchouva, Simantet, Katav, des Bekri Ayoker, Kenidon, Amordechi. D'accord? Kule Alma Monu de Halacha Kerav Una. Au Besefer Mazabinim. Donc là-bas, il dit, regardez, non, la halakha, d'après le Réma, elle est que, comme on l'a dit dans le Darkei Moshe, que dans un cas qui est un cas extrême, où le deuxième va complètement enlever la parnassa du premier, eh bien dans ce cas-là, ça sera interdit. Qu'est-ce qu'on se retrouve? On se retrouve avec une marloquette. On a d'un côté
le Bet Yosef, donc le Shulchan Aruch, qui a priori l'avis suivi par les Sfaradim, qui dit que, a priori, même si le deuxième vient et fait une concurrence qui va complètement mettre l'autre à laisser aucune chance à l'autre, eh bien, d'après le Shulchan Aruch, ça sera permis, parce que Rav Huna, fils de Rabbi Yoshua, a dit c'est permis et il n'a pas fait de distinguo. D'après le Réma, donc l'avis suivi par les Ashkénazes, eh bien, ça sera interdit parce que tout ce que Rav Huna, fils de Rabbi Yoshua, a permis, c'est une concurrence qui est équitable. Mais une concurrence dans laquelle j'enlève complètement la parnassa de l'autre, eh bien, dans ce cas-là, ça sera interdit. Donc voilà comment les sages ont tranché dans le Shulchan Aruch. Regardez juste une petite chose que nous ramène ici le Réma. Yesh Omrim, certains avis pensent, et quand il dit Yesh Omrim et qu'il ne ramène pas d'autres personnes qui disent le contraire, c'est que comme ça, il tranche la halacha. Had ivne ha'ir yecholim limchot bivne ha'ir acheret, que ce qu'on est en train de dire, que des gens de l'extérieur n'ont pas le droit de venir vendre leurs produits, écoutez bien, Hainu davka, on parle dans un cas dans un cas où il n'y a pas de perte pour le public, pour les consommateurs. C'est-à-dire, et maintenant on refait un pas en arrière, toute la question que l'on a de savoir jusqu'à maintenant, on a pensé que le pauvre petit commerçant qui a été déjà installé, qu'on va lui prendre, ça parle à ça. Mais il y a un des parties de l'histoire, de l'équation dont on n'a pas parlé mais qui est très important, c'est les clients. On a dit, s'il y a des cartels, s'il y a un monopole, ça fait augmenter les prix. Donc, nous dit le Réma, certains avis tranchent la chose suivante, écoutez bien, que si l'arrivée des nouveaux venus viennent et offrent un produit qui est soit meilleur en qualité qui n'existe pas, par exemple, on est en Israël, il faut savoir une chose qu'on voit des vieux Israéliens, toujours ils vous disent ah vous avez de la chance, nous c'était dur. Les Israéliens, ils n'avaient pas de choix de produits, d'accord, ils avaient un truc de dentifrice. Si vous regardez les vieilles maisons israéliennes, vous allez à Tel Aviv, vous voyez, ils avaient deux styles de kéramika, je sais pas comment on dit, la céramique, c'est pas la céramique, enfin de carrelage. Il n'y a que deux styles de carrelage, un avec les petits points et le vert, c'était le classe. Il n'y avait que deux styles, ils n'avaient pas beaucoup de choix, etc. Nous, depuis au Krachem, grâce à l'importation, du fait que les gens sont venus, ils offrent aux consommateurs un plus large choix. Donc nous dit le Réma, dans un cas où l'arrivée de la concurrence vient offrir quelque chose qui n'existait pas et donc c'est une bonne chose pour le public de consommateurs, et bien dans ce cas-là, même d'après les avis qui interdisent de venir, et bien dans ce cas-là, ils ne pourront pas interdire parce qu'au fond, de la même manière que la Torah veut protéger le commerçant, la Torah veut avant tout protéger l'ensemble des consommateurs. Donc si soit j'offre un produit qui n'existait pas, soit parce qu'il est de meilleure qualité ou parce que ça n'existait pas dans cette façon-là, soit que je l'offre à un prix qui est plus bas et ça fait baisser les prix, et bien dans ce cas-là, j'aurai le droit de le faire. D'accord ? Ok, excusez-moi, c'était ici, donc là le Shut Arama, un autre chose écrit par le Rama où il dit bien que d'après lui, la halakha elle est effectivement comme la Biasiaf et le Mordechai et Rami Migash, que s'il enlève totalement la parnassa du premier, et bien dans ce cas-là, ça sera interdit. Maintenant que nous avons bien vu ça, nous allons voir halakha les maaseh. Je voudrais vous parler de plusieurs petites choses. On va essayer de voir ça un peu rapidement en revue et tout de suite on passera aux questions et on essaiera de voir. Maintenant, n'hésitez pas à participer si vous avez des questions. Alors, une petite question, je reprends mes notes. Ok. Donc de nos jours, d'accord, on aura le droit de venir s'installer dans n'importe où pour aller ouvrir son magasin. Parce que déjà le Shulchan Aruch l'a permis, mais le Shulchan Aruch a priori a fait un distinguo entre s'il a habité dans la ville ou pas dans la ville. Aujourd'hui, le fait de payer des taxes ne change rien. Et aujourd'hui en plus, le fait de vendre des produits, les produits sont ouverts à tout le monde. Aujourd'hui, tu peux être ici, parfois tu vois des gens qui ont des magasins dans des petites ruelles, mais ils ne font pas que de vendre aux gens de leur ruelle. Il y a des gens qui leur passent des coups de fil, même si quelqu'un a une macolette, tous les gens du quartier, ils leur passent des coups de fil pour qu'il faut se faire livrer, etc. Donc aujourd'hui, la réalité de dire qu'un magasin est 100% limité à sa présence physique, ce n'est plus la réalité aujourd'hui. Aujourd'hui, on vend sur Internet, on vend par téléphone, etc., etc. Donc, le fait de venir s'installer à côté d'un magasin,
n'est pas au fond quelque chose qui est tellement un souci, tellement une attaque dans sa parnassa. Ça fait peut-être pas plaisir, évidemment, mais même d'après les avis qui disaient non, tu peux pas venir de loin pour venir ouvrir à côté, etc., dans ce cas-là, on aura le droit. Donc aujourd'hui, à la Khalema, nous avons le droit d'ouvrir un magasin, a priori, où on veut, à part si on parle d'un cas très spécifique. D'accord? Si par exemple, il y a une base militaire, j'en sais rien, il n'y a que des militaires qui habitent là-bas, il n'y a qu'un magasin, venir à côté, c'est autre chose. Parce que clairement, le magasin, la Malcolette qui vend du coca sur une base militaire, d'accord? Eh bien, évidemment que c'est ses clients, c'est la Malcolette de la base militaire. Dans ce cas, il pourrait avoir un problème. Mais a priori, aujourd'hui, on aura d'ouvrir un magasin là où on veut. Même chose, évidemment, si on vend sur Internet, d'accord? Et vu qu'aujourd'hui, il y a un qui est circonscrit de dire ça c'est ma niche, ça c'est ma niche, au fond, aujourd'hui, tout le monde peut chercher sur Google, tout le monde peut trouver n'importe quel site internet, et donc il n'aura pas d'interdit de venir ouvrir un site internet, de vendre quoi que ce soit, même s'il y a déjà quelqu'un qui vend la même chose. Autre point intéressant. Tout ce qu'on nous a dit que peut-être on aurait le cas, imaginez le cas où vraiment une toute petite ville, qu'il y a juste un magasin, l'autre vient, etc. Ou éventuellement on pourrait dire que c'est interdit de venir ouvrir un magasin. Tout ce qu'on a dit, ça ne tient que dans un cas, où le fait de maintenir cette loi va aider les gens qui sont sur place. Mais si on est en France, et de toute façon il y a des non-juifs, et les non-juifs ils n'en ont rien à faire de savoir si le Shulchan Aruch il est possédé dans Siman 156 de Choshen Mishpat comme Ravuna ou Ravuna fils de Rav Yoshua. Il s'en fiche, il ouvre où il veut et il regarde juste la loi du pays. Et étant donné que de toute façon, même si maintenant j'interdis à Shimon d'ouvrir son magasin, il y a Marc Louf, Jean-Charles et Pedro qui ont ouvert en haut des magasins. Donc, au fond, je suis juste en train de casser les pieds de Shimon et de dire les juifs ne peuvent pas faire du business. D'accord? Donc, dans ce cas-là, étant donné qu'au fond, je n'aide pas vraiment Réhouven, le juif qui a déjà son business, en interdisant à Shimon d'ouvrir, bien dans ce cas-là, Shimon aura le droit d'ouvrir. Et en fait, la réalité aujourd'hui, c'est que c'est ça, le marché est ouvert et donc on fait ce qu'on veut. Par contre, si on n'est pas dans une ville ultra-orthodoxe, on ne pas à Mehacharim, dans ce cas-là où les habitants de Mehacharim écoutent les rabbinim, dans ce cas-là, éventuellement, les rabbinim peuvent venir et ont le droit eux-mêmes de venir interdire telle ou telle concurrence en fonction de ce qu'ils vont penser être juste pour le bien et de la communauté et des gens qui y vivent. Ok, très important. באופנים האסורים משום ירידה לאומנות חברו, דינו כגזל גמור מן התורה. ויכול המפסיד לתבוע את הפסדיו בבית דין. Très important. Comme on a vu dans le Rambam, écoutez bien, dans un cas où une personne a fait un cas de concurrence déloyale, alors là vous dites aujourd'hui on a le droit d'ouvrir ce qu'on veut, non, on va voir qu'il y a des cas qui ressemblent au cas des poissons, d'accord, du cas du pêcheur, et dans ce cas-là, c'est ce qu'on appelle la concurrence déloyale. Donc dans des cas où c'est la concurrence qui est interdite, celui qui le fait malgré ça, il a transgressé l'interdit de la Torah de voler. Et donc, qu'est-ce que ça change? Ça change, qu'il n'y a pas de oui, mais si je fais pas ça, je vais perdre ma vie. Il faut savoir que pour ne pas transgresser l'interdit de la Torah, une personne doit être prête à perdre tout son argent. D'accord? Pour faire une mitzvah, pour faire un commandement positif, tu ne dois dépenser que 1/5 de ton argent, au maximum. D'accord? Mais pour ne pas transgresser Shabbat, pour ne pas manger cachère ou pour ne pas voler, tu dois être prêt à perdre tout ton argent. Donc si ton travail te demande de faire de la concurrence pour vivre, te demande de faire la concurrence déloyale, eh bien tu dois mettre la clé sous la porte parce que ça s'appelle du vol et on ne vole pas pour gagner sa vie. Et deuxièmement, si quelqu'un a transgressé un interdit, on lui a dit non, tu n'as pas le droit, ou il ne le savait pas, et c'est de la concurrence déloyale, eh bien c'est du vol. Et d'ailleurs là on se rapproche de Rosh Hashanah et Yom Kippour, il a de l'argent volé dans la poche, il doit le rendre, il doit demander pardon. Et s'il n'a pas fait, l'autre qui a été lésé peut l'attaquer en justice au Beit Din, et le Beit Din devra condamner la personne qui a fait la concurrence interdite à rendre l'argent au premier. Autre cas, que moi je n'aurais pas le droit de profiter de l'argent qui a été gagné par des moyens qui ne sont pas des moyens en accord avec la loi de la concurrence d'après la Torah, parce que c'est de l'argent volé. Oh, alors, on reprend comme on avait dit, que si le deuxième magasin, la réalité est que le deuxième magasin est sûr de faire quelque chose qui est sûr de ne laisser aucune chance à l'autre, eh bien, dans ce cas-là, on a une marloquette entre le Réma et le Shulchan Aruch. Est-ce qu'on aura le droit de le faire ou pas? D'accord? Donc par exemple, un cas qu'on voit souvent, le cas des petites épiceries. Les épiceries, etc., à des prix un peu exagérés, mais il faut bien qu'elles vivent. Et viennent les grandes chaînes
Et les grandes chaînes viennent et peuvent, vu qu'ils ont des moyens qui n'ont rien à voir, d'accord, et vont vendre à des prix beaucoup, beaucoup plus bas. À un tel point que les petits commerçants n'ont aucune chance de venir s'aligner avec eux. Alors, si on est dans un cas où la différence de prix est telle que les épiceries n'ont absolument aucune chance de sortir, et bien dans ce cas-là, on aurait une marque locale entre le Réma et le Shulchan Arour. D'après Shulchan Arour, on a le droit même comme ça. C'est le rôle de la concurrence. On est la règle tranchée comme Ravuna, fils de Rabbi Yoshua, qu'il n'y a pas d'interdit de venir faire concurrence. Eh bien, c'est la vie, d'accord. Il n'a pas cassé la figure, il lui a pas cassé sa vitrine, il n'a pas fait fuir ses clients. Il a juste offert son service. Si le service du deuxième est mieux, eh bien tant mieux. Surtout que c'est une chose qui est bonne pour les consommateurs, d'accord, parce que ça fait baisser les prix. Par contre, d'après le Réma, étant donné que s'il fait quelque chose qui ne laisse absolument aucune chance à l'épicerie, et bien dans ce cas-là, c'est un cas où, comme s'il venait, il lui cassait la figure, il lui avait pris son argent, il lui avait braqué son magasin, et dans ce cas-là, ça sera interdit et ça sera du vol. Mais, attention, et ça c'est important de retenir, si on parle d'un cas, au fond, on ne vend pas un produit, c'est pas, entre guillemets, chaque magasin a sa spécificité. Par exemple, un cas qui est de dire, est-ce qu'on a le droit d'ouvrir un Gan Yeladim? Est-ce qu'on a le droit de venir ouvrir un jardin d'enfants à côté de un autre jardin d'enfants, une garderie? Eh bien là, il n'y aura absolument aucun problème. Pourquoi? Parce qu'au fond, chaque garderie, c'est pas un produit de dire standard, de dire voilà, je vends des œufs. D'accord? Chaque garderie est différente. Celle-là, elle est plus jolie. Là, il y a plus de jeux. Là, j'aime bien les ganénettes. J'aime bien les péricultrices. D'accord? Là, j'aime bien le directeur. Là, j'aime bien les chansons. Là, la cache-route, elle me va. Là, j'aime bien les familles qui envoient, etc. C'est plus proche. On a tellement de cas qu'au fond, dans un cas comme ça, on ne peut pas dire que un vient et met l'autre KO, parce que de toute façon, l'autre sera toujours différent. C'est vrai peut-être celui-là, il propose beaucoup moins cher, mais pas forcément le GAN qui offre le prix le plus bas, qui va forcément remporter tous les clients. Et donc dans ce cas-là, d'après tous les avis, ça sera permis. Mais si je fais quelque chose qui ne laisse aucune chance à l'autre, eh bien d'après le Réma, ça sera interdit. D'après beaucoup de poskim, c'est comme ça qu'on est posek la halacha. D'après cet avis du Réma, qu'on dit que si je fais quelque chose qui va complètement retirer la parnassa du premier, je n'aurai pas le droit. Quand on dit que ça s'appelle quoi? Complètement lui retirer la parnassa. Ça veut dire que je le mets à, il ne pourrait pas gagner un centime. Mais si je fais quelque chose qui fait qu'il ne gagnera pas assez d'argent pour pouvoir vivre de façon moyenne, normale pour un père de famille, d'accord? Et bien dans ce cas-là, ça s'appellera comme si je l'avais enlevé toute sa parnassa. Évidemment, c'est-à-dire que si je fais le truc à la fin, le mec en se battant, il va pouvoir gagner que 500 shekels par mois, 200 euros par mois, d'accord? Bah, ça s'appelle que je lui ai enlevé toute sa parnassa. Bien, tu peux dire, mais non, regarde, t'as 200 euros. Même si à part ça, il a un autre business ou qu'il est très riche, ça ne changera pas. Pourquoi? Parce qu'il avait ce business-là, il comptait là-dessus pour gagner de l'argent et je lui ai rendu ce business complètement qui sert à rien. D'accord? La question qu'on peut se poser, par exemple, on a eu des cas avec les taxis et Uber. D'accord? Est-ce qu'on a le droit de faire Uber? Les taxis disent, nous on est Mourzak, nous on est là, on a nos clients et vous venez, vous venez, vous nous enlevez notre parnassa, vous nous enlevez le pain de la bouche. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas payé de taxes, vous n'avez pas faire ceci, vous n'avez pas faire cela, etc. Donc vous avez des conditions qui font que vous pouvez baisser vos prix et nous on n'est pas capable de nous aligner. Dans ce cas-là, effectivement, on aura possiblement une marque locale entre le Réma et le Shulchan Arour, Quoique, vous voyez bien que les taxis ne sont pas à la rue. Les taxis continuent d'exister même avec Uber. Donc en gros, ils ne sont pas contents parce qu'ils disent c'est beaucoup plus dur le business, on doit se fatiguer, faire plus d'heures, mais tu arrives quand même toujours à t'en sortir. La preuve, sinon il n'y aurait plus de taxis. Donc étant donné qu'il y a encore des taxis, c'est-à-dire que on est dans un cas classique de concurrence et un cas classique de concurrence. Là, la est tranchée comme Ravuna, fils de Rav Yoshua, que on aura le droit. D'accord? Autre question. Qu'est-ce qui se passe si effectivement je viens et je casse les prix, je fais ce que tu veux, mais je ne le fais pas par exemple sur tous les produits. Par exemple, il y a deux magasins qui sont installés, il y a deux épiceries et un va dire moi je vais casser le prix sur les œufs. D'accord? Je ne casse pas les œufs mais je casse les prix sur les œufs. Dans ce cas-là, on aura le droit. Pourquoi? Parce que peut-être que l'autre effectivement peut pas casser le prix sur tout, mais en gros, celui qui casse le prix sur les œufs, il ne le fait pas pour faire la tzedaka.
Pourquoi il le fait? Il dit quand je vais casser le prix sur les œufs, les gens vont venir chez moi pour acheter des œufs parce qu'ils me diront c'est incroyable, les œufs c'est vraiment pas cher. Et au passage, ils vont acheter le pain, le dentifrice, le couscous, la bkela, etc. Et je vais me refaire là-dessus. D'accord, super. C'est comme pour toute Porsche achetée, un pins offert. Ok, donc j'offre des pins, les gens viennent chez moi et au passage, je leur vends des Porsche. Donc de la même façon que celui qui casse les prix sur les œufs le fait pour gagner de l'argent, bah, l'autre aussi peut casser le prix sur les légumes et gagner de l'argent sur le reste. Donc le fait de casser les prix sur une seule chose, d'accord, ou de faire ce qu'on appelle une mitzvah, de faire une promotion, ça sera complètement permis parce que l'autre aussi veut faire des promotions. On revient dans le cas d'Agmara, de celui qui donne des bonbons aux enfants, étant donné que l'autre est capable de faire la même chose, eh bien on aura le droit de le faire. Même chose si je casse les prix pour un moment qui est donné, qui est délimité dans le temps. Simplement je fais des soldes, d'accord, étant donné que les soldes durent, je sais pas combien de temps ça dure les soldes, d'accord, 2 semaines par an, et bien d'accord, l'autre soit aussi peut faire des soldes 2 semaines par an pour habituer les clients à venir chez lui, ou alors il peut très bien dire, eh bien pendant 2 semaines, tant pis, j'aurai pas de clients, et les gens iront chez lui, après les gens reviendront chez moi en voyant que, voilà. Alors, ok, n'hésitez pas à intervenir si vous avez des questions. Oh, très intéressant. Bien qu'on ait dit qu'on a le droit de faire des promotions pour attirer les clients chez moi. Par exemple, moi je suis l'outsider. Je veux commencer, les gens parlent de moi. Donc qu'est-ce que je vais faire? Offre de lancement, promotion, magasin à moins 50%, la retouche gratuite, tout ce que vous voulez. D'accord? Je fais des promotions pour venir casser les prix pour que les gens viennent me connaître et commencent à venir chez moi. Pas de problème. D'accord? Ça ne me donne pas le droit de venir aller voir les clients de l'autre et venir leur proposer mes services. C'est-à-dire que j'ai le droit de venir faire de la pub et parmi les gens qui vont faire la pub, il y aura les clients habituels, captifs ou habitués de l'autre. Mais ce que je n'aurai pas le droit, c'est d'aller voir les clients captifs de l'autre et venir leur proposer mes services. C'est-à-dire que, ça c'est très important, je n'aurai pas le droit a priori de venir cibler les clients de l'autre. Alors je pense qu'aujourd'hui sur Internet on peut le faire techniquement. Il y a un problème. Si c'est un magasin qui est tenu par un juif, d'accord, eh bien je n'aurai pas le droit d'aller cibler ses clients. Ou autre chose, je n'aurai pas le droit de venir mettre juste devant son magasin, de mettre une affiche avec une promotion pour mon magasin. Pourquoi? J'ai le droit de faire de la pub générale et au passage, c'est sûrement ces clients vont aussi le voir, mais je n'ai pas le droit d'aller cibler ces clients pour aller les prendre et venir aller leur parler pour venir chez moi. D'accord? D'accord? Étant donné que c'est son client captif, c'est comme si c'était les siens, on repart, on est comme dans le cas de Rachid avec les poissons, et donc dans ce cas-là, ça veut dire venir lui prendre ces poissons qui sont captifs chez lui, et ça, je n'aurai pas le droit. Un autre. Ok, donc par exemple, si je veux donner des cadeaux si les gens viennent chez moi, si je suis dans mon magasin, je vais donner, mais j'ai pas le droit d'aller devant le magasin de l'autre et dire regardez, distribuer des prospectus ou venir donner des cadeaux aux clients de l'autre pour qu'ils viennent chez moi. Un cas aussi qui est intéressant, d'accord, par exemple, j'ouvre une synagogue, on a une synagogue. À côté de nous, il y a une autre communauté qui oublie une arabe, au Hachem, ils sont, on va dire, pour ceux plus installés, ils ont plus de moyens, etc. Donc nous, on a le droit de faire des kidouches, on a le droit de faire ce qu'on veut pour que les gens aient dit, ils ont envie de venir prier chez nous. Nous aussi, on a envie de, d'accord. Mais on n'aura pas le droit d'envoyer des gens aller prier à la communauté d'à côté, aller se faire copain avec les gens, leur dire, tu sais, là-bas, la boucha elle est plus fraîche, d'accord. Ça, c'est interdit. Ça, c'est la concurrence qui est la déloyale. Ça s'appelle vraiment aller prendre quelqu'un chez l'autre et venir le prendre, c'est interdit. Un cas intéressant qui est ramené dans la halakha, c'est le fait de débaucher un employé chez quelqu'un d'autre. Écoutez bien. Il y a toute une autre souga qu'on n'a pas du tout touché aujourd'hui, qui sera sûrement le prochain sujet qu'on va voir, qui n'est plus la concurrence entre sociétés, mais qui est la concurrence entre individus. Par exemple, d'accord, je fais déjà un avant-goût du prochain cours, d'accord, de savoir si mon copain a passé un entretien pour être pris dans un boulot. Mais ce boulot-là, c'est le boulot de ma vie. Et je sais que le copain, il va être pris, mais ils m'ont même pas vu, c'est dommage. Il m'aurait vu, c'est sûr qu'il voudrait me prendre moi. Alors si l'autre a signé, je peux pas le faire virer. Mais s'il n'a pas encore signé, est-ce que j'ai le droit d'aller dire, mais attendez, faites-moi aussi passer un entretien? Ou bien je dois dire, une fois que mon copain, si je fais rien, est sûr d'avoir le boulot, dans ce cas-là, j'ai pas le droit de venir. Ça, c'est une question. Mettons de côté cette question, le droit de débaucher un autre, etc. Disons qu'on est dans un cas où on a le droit de débaucher quelqu'un. Ce qui est sûr et certain, c'est que la halakha nous ramène qu'il est interdit de débaucher
quelqu'un qui va venir avec son portefeuille de clients. Écoutez bien. Les clients qui sont des clients en interne d'une société, ses clients, etc. Je n'ai pas le droit de venir de dire à quelqu'un qui connaît bien les clients, ils le connaissent, vu qu'en fond, lui, c'est le sales de la société A, de la société adverse. De dire, tiens, vas-y, prends un chèque, prends 200 000 euros, tu viens chez moi, tu prends ton portefeuille de clients et tu en prends tous les clients de la société. C'est du vol. D'accord ? C'est du vol. Éventuellement, il faudrait regarder, je ne sais pas exactement la réponse. Est-ce que ce vol-là, dans cette façon-là, est-ce qu'il y a une différence si l'autre est juif ou non juif? Je ne sais pas exactement, il faudrait regarder un peu plus en détail. A priori, si on dit que c'est du vol, eh bien, dans ce cas-là, il n'y a pas de différence, ça sera interdit. D'accord? Donc, si quelqu'un se retrouve dans cette situation, on posera la question pour essayer d'avoir, au cas par cas, de savoir est-ce que c'est permis ou pas. D'accord? Ok, est-ce que on a une dernière chose? D'accord, excusez-moi. D'accord. Donc, dans tous les cas où une personne a des clients qui sont captifs, je n'aurai pas le droit de venir faire quelque chose qui est ciblé sur sa clientèle pour venir lui prendre. C'est très important parce que ça, je pense que c'est de tout ce qu'on a dit, c'est le cas qui revient le plus souvent. D'accord? Il y a des clients, on veut tous se battre pour des clients, etc. Alors, il faut regarder quelle est la relation qui existe entre les clients et le prestataire. Après, il y a des clients, aujourd'hui, ils travaillent avec lui. Mais c'est connu que les clients, ils sont toujours en train de regarder ce qui se passe. Ils sont avec lui, ils peuvent très bien aller avec quelqu'un d'autre. Pourquoi pas que ce quelqu'un d'autre soit moi? Dans ce cas-là, de toute façon, ce sera permis.